Alors, l'exercice 7.6, un enfant tire derrière lui le système représenté par la figure, dans la figure, pardon. On néglige les frottements, première chose. Alors, donc le système en question, il est représenté ici. Hein. Vous avez donc l'enfant qui n'est pas représenté, mais qui tire avec une certaine force F qui est représentée là, sur un premier chariot, qui est relié par un ressort à un deuxième chariot. Et donc, on vous donne la constante du ressort qui vaut 20 newtons par mètre, et on vous donne aussi la force avec laquelle l'enfant tire sur le premier chariot, 2 newtons. Les deux autres informations importantes sont les deux masses des deux chariots, le premier M1 qui vaut 200 grammes et le deuxième M2 qui vaut 100 grammes. La dernière chose, c'est l'angle. L'enfant tire avec une force qui est orientée non pas horizontalement, mais avec un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale, comme on peut le voir sur le schéma. Alors la question, c'est calculer l'allongement du ressort par rapport à sa longueur lorsqu'il n'est pas sollicité par des forces. On demande l'élongation du ressort, hein, la déformation du ressort. Alors, pour répondre à cette question, j'ai donc le petit corrigé que je vous montre ici. J'ai préparé donc sur ce corrigé, j'ai fait un nouveau schéma en fait, hein, enfin c'est la même chose en fait, un schéma avec ici le chariot numéro 1, le chariot numéro 2, et j'ai représenté sur ce schéma toutes les forces qui agissent sur les deux chariots de manière séparée. C'est-à-dire que j'ai fait, comme on avait fait dans la théorie sur les wagonnets tirés par un câble, j'ai en fait séparé les forces qui agissent sur le premier chariot et les forces qui agissent sur le deuxième chariot ici. Alors, quelques commentaires par rapport à ces forces. Tout d'abord, sur le premier chariot, évidemment, vous avez le poids qui agit, P1. Il y a la force de soutien S1, qui est verticale parce que le sol est horizontal. Et puis, donc, ce premier chariot, il est tiré en avant par une force F qui est, elle, inclinée d'un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. C'est la force que l'enfant exerce sur la corde pour justement tirer l'ensemble. Et puis, ce premier chariot, en fait, il est retenu d'une certaine manière par le biais d'un ressort, hein, et non pas d'un câble ou d'une corde, comme c'était le cas dans la théorie. Il est retenu vers l'arrière, donc il subit une force de tension que j'ai appelée ici T1, qui est donc dirigée vers l'arrière. Ça, c'est pour le premier wagon. Pour le deuxième wagon, eh bien, lui, il subit aussi une force de pesanteur, P2, une force de soutien S2, elle aussi verticale, hein, toujours pour la même raison, parce que le sol est horizontal. Et puis, donc, il est tiré en avant par le ressort, qui exerce sur le chariot une force que j'ai appelée T2 ici sur le schéma. On voit un petit peu sur le schéma, mais je vais les grossir un petit poil, les accélérations. A1 pour le premier chariot et A2 pour le deuxième chariot, qui donc se déplace de droite à gauche sur le schéma qu'il y a ici. Alors, première chose à faire, appliquer la deuxième loi de Newton, mais en faisant la version éclatée, on va dire, du système, c'est-à-dire en séparant ce qui se passe sur le premier chariot, ici. Non, pardon, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça que je voulais faire. Donc, ce qui se passe sur le premier chariot, et puis ensuite, ce qui se passe sur le deuxième chariot. Alors, sur le premier chariot, eh bien, on additionne tout simplement les forces, P1, S1, T1 et F, c'est ce que j'ai écrit ici. Quand on additionne les forces, d'après la deuxième loi de Newton, ça doit être égal à la masse du premier chariot, M1 ici, fois son accélération. Peut-être que l'accélération est nulle, hein. Ce n'est pas impossible, mais en tout cas, si elle ne l'est pas, on écrit A1. Donc, somme des forces égale M1. Pour le deuxième, même chose, on additionne les forces, donc il y en a 3, P2, S2 et T2. On additionne les vecteurs, et ça va être égal à la masse du deuxième chariot, M2, fois l'accélération du deuxième chariot. Donc, on se retrouve avec cette équation vectorielle ici. Même remarque que pour le wagon 1, peut-être que l'accélération du deuxième wagon est nulle. Hein. On n'en sait rien a priori. Alors, maintenant qu'on a écrit ces deux lois de Newton pour les deux mobiles séparément,
une ou deux petites constatations, une ou deux petites remarques en ce qui concerne tout d'abord les accélérations. Alors, l'idée c'est que quand l'objet, mes deux mains c'est les deux chariots, quand le premier chariot se fait tirer, l'autre, initialement, il ne bouge pas. Parce qu'en fait, la première étape consiste à allonger le ressort. Et c'est quand le ressort il est allongé à son maximum, on va dire, enfin pas au maximum qui peut s'allonger, mais quand il est allongé, à ce moment-là, le deuxième wagon se met à bouger aussi. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'allongement du ressort. Donc cet allongement du ressort, on peut le déterminer que quand justement il a fini de s'allonger. Et à ce moment-là, eh bien, les deux accélérations sont identiques parce que quand le ressort a fini de s'allonger, alors les deux wagons se déplacent en même temps. Donc, s'ils se déplacent en même temps, eh bien, à ce moment-là, leurs accélérations sont identiques, sont vraiment identiques, hein, c'est-à-dire que ce sont les mêmes vecteurs, ils sont dirigés de manière horizontale les deux, et les deux dirigés de gauche à droite, de droite à gauche, pardon. Donc, c'est le même vecteur, et donc, en particulier, c'est aussi la même norme des vecteurs. Donc, on pourra dans les calculs écrire A1 égale A2, et donc, du coup, au lieu d'écrire A1 ou A2, écrire A tout court. Première remarque. Deuxième remarque, comme on a pu le faire hier dans un ou deux exercices, on a ici un ressort qui relie les deux chariots. Alors, le chariot ici, donc, la remarque que je vais faire, c'est exactement la même que hier, mais sauf qu'il faut remplacer la corde hier par le ressort. En fait, le ressort ici, il a le rôle de transmettre la force du premier chariot sur le deuxième, et vice-versa. Donc, en réalité, ces deux forces de tension, T1 et T2, sont en fait la réaction, action-réaction l'une de l'autre. On peut considérer ça comme ça. Pour autant, évidemment, qu'on considère que la masse du ressort soit négligeable devant les deux masses M1 et M2. C'est ce qu'on va faire ici. Et donc, du coup, si on néglige la masse du ressort et qu'on applique la troisième loi de Newton, alors on a que ces deux forces T1 et T2 sont des actions-réactions, donc elles sont égales en intensité, en direction, mais de signes opposés, comme on peut le voir sur le schéma ici, elles sont inversées en fait. Et donc, si on s'intéresse uniquement à leurs normes, on a que T1 égale T2, et donc dans les calculs, on mettra T tout court. Donc, deux choses très importantes pour commencer l'exercice. Les forces de tension T1 et T2 sont identiques et les accélérations sont identiques aussi. Alors, à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que je choisis un système d'axes. J'ai choisi comme système d'axe un axe horizontal X, comme ceci, que j'ai écrit juste là, en fait, et puis un axe vertical Y, qui est représenté ici. Et donc, maintenant, ce qu'il s'agit de faire, c'est de décomposer, de projeter ces deux lois de Newton selon les axes X et Y. Alors, commençons. Je garde ici, donc je commence avec le wagon 1. Le wagon 1, on a ici la première formule que je vais mettre en orange, hein, donc la deuxième loi de Newton, vectoriellement parlant. Alors, là-dedans, le poids et le soutien sont deux forces qui sont verticales. Par rapport à l'axe X, leur composante est nulle. C'est pour ça qu'on a 0 plus 0 pour le poids et le soutien. T1, c'est une force qui va à l'encontre de l'axe X. Si vous regardez sur le schéma, T1 est dirigé vers l'arrière. C'est une force que le premier wagon subit de la part du deuxième wagon qui a tendance à le retenir en réalité. Donc, par rapport à l'axe X qui, lui, va vers l'avant, T1 est donc négative. C'est la raison pour laquelle, ici, j'ai mis moins T1. Par contre, la force F avec laquelle l'enfant tire le premier wagon, elle a une composante horizontale que je vais représenter tout de suite en bleu, vert, bleu, voilà, ici. Cette composante horizontale, ici, eh bien, elle est dirigée vers l'avant, dans le même sens que l'axe X. Donc, elle va être positive, et par rapport, en considérant l'angle alpha qu'il y a ici, eh bien, ça nous donne une composante qui est égale à F fois cos alpha, puisque ici, on a le côté adjacent du triangle rectangle
peut deviner dans la figure. Alors, en définitive, eh bien, on a moins T1 plus F cos alpha comme force. Le résultat de ça, c'est M1 fois A1. Et puis A1, c'est une accélération qui est dirigée vers l'avant, ici. Pardon, c'est ça que je voulais faire. Donc, ici, dirigée vers l'avant. A1 est dirigé vers l'avant, donc par rapport à l'axe X, c'est une accélération qui est positive. On peut donc l'écrire M1 fois A1. Donc on se retrouve avec cette équation selon l'axe X qu'on peut nettoyer. F cos alpha, on le garde tel quel. Moins T1, étant donné qu'il n'y a qu'une seule force de tension qui est égale à T, on met moins T, tout court. Et puis ça, c'est égal à M1 fois A1. Et donc A1, là aussi, il n'y a qu'une seule accélération, donc on écrit A. Donc on obtient cette équation qui va être très importante pour nous. C'est pour ça que je l'ai numérotée en fait. F cos alpha moins T égale M1 fois A. Première équation. Maintenant, toujours notre deuxième loi de Newton sur le premier wagon. Qu'est-ce qu'elle devient si on l'écrit selon l'axe Y vertical? Alors, selon l'axe Y vertical, eh bien, si je remonte le schéma ici, eh bien, il n'y a que P1 qui agit, vertical vers le haut, Y. Donc, P1 va être négative, S1 va être positive, T1 n'aura aucun effet sur l'axe vertical, et là, il y aura une composante de F qui va être dirigée vers le haut, et cette composante, c'est cette partie-là, en fait, cette composante, ce morceau-là, qui est équivalent finalement à ce morceau-là, qui est l'opposé de l'angle alpha, donc qui dit opposé dit sinus. Alors, si on met tout ça ensemble, eh bien, allez, voilà, si on met tout ça ensemble, pour la partie sur Y, on trouve en fait cette équation-là, moins P1, puisque P1 est dirigé vers le bas et que Y est vers le haut, plus S1. Pour la force de tension, c'est nul. Et puis, pour la force avec laquelle l'enfant tire sur les chariots, eh bien, ça donne F fois sinus alpha. En ce qui concerne l'accélération, verticalement, il n'y en a pas. Les chariots ils vont avancer horizontalement. Donc, s'ils accélèrent, c'est une accélération horizontale. Quoi qu'il arrive, verticalement, il y aura une composante nulle. Alors, une fois qu'on a écrit cela, eh bien, on peut remanier un peu cette équation de manière à sortir la force de soutien. Et là, on voit quelque chose d'assez intéressant, c'est que cette force de soutien, elle n'est pas égale au poids. Le poids, c'est P1. Donc ici, c'est un peu moins que le poids, puisqu'en fait, il faut enlever F sinus alpha. Alors, ça veut dire quoi, en fait? C'est la remarque que j'ai faite juste en dessous. Cette remarque, c'est la suivante. On voit que F est exercé partiellement vers le haut. F est oblique, donc c'est une composante horizontale plus une composante verticale. Et donc, cette composante verticale, elle va aider le sol à soutenir le chariot. C'est pour ça que la force de soutien du sol, elle est plus petite que s'il n'y avait pas cette force. Et donc, elle n'est pas égale au poids, elle est plus petite que le poids. Elle est égale au poids moins la composante de la force qui est dirigée verticalement. Ça, c'est pour le premier wagon. Alors, je ne vous cache pas qu'en réalité, la seule formule qui va nous intéresser pour la suite, c'est la première. Mais je voulais juste faire la deuxième pour vous montrer que la force de soutien, ce n'est pas toujours égal au poids. Et là, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Alors, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va faire le même travail, mais cette fois sur le wagon numéro 2. Alors, le wagon numéro 2, eh bien, on a une formule, la deuxième loi de Newton, vectoriellement, qui est celle-ci. P2 plus S2 plus T2 égale M2 fois A2. Alors, si on regarde ce qui se passe uniquement horizontalement selon l'axe X, on voit que ces deux forces, P2 et S2, eh bien, elles n'ont pas d'influence puisqu'elles sont dirigées verticalement. Donc, la seule qui a une influence, c'est celle-là, c'est T2 en fait. Et évidemment, le résultat, c'est A2. Alors, T2 est dirigé dans le même sens que l'axe X et A2 aussi. Alors du coup, l'équation selon X revient à ceci. Sur X,
pas de poids, pas de soutien parce que ce sont deux forces verticales. T2 positive, puisqu'elle est dans le même sens que X, et donc ça c'est égal à M2 fois A2, qui est donc le résultat, hein, la conséquence de tout ça avec une accélération qui sera positive dans le même sens que X. Si on nettoie ça, on enlève les zéros, T2, il n'y a qu'une force de tension, c'est T, et est égal à M2 fois A2, l'accélération, il n'y en a qu'une, c'est A. Donc on se retrouve avec une équation T égale M2 fois A. Équation que j'ai numérotée 3, qui va nous être utile pour la suite. Je fais le même genre de travail avec, cette fois, ce qui se passe selon l'axe vertical Y. Alors, selon l'axe vertical Y, vous voyez, d'après le schéma, que ni la force de tension, ni l'accélération n'auront une composante selon l'axe vertical. Les seules composantes qui sont non nulles sont le soutien, qui est positif, puisque dirigé vers le haut comme Y, et le poids, P2, qui lui sera négatif, puisque dirigé vers le bas, contrairement à Y. Alors, en définitive, selon Y, eh bien, on a une équation toute simple qui est moins P2 plus S2 égale 0. Ce qui veut dire que pour ce deuxième chariot, S2 égale P2. Donc là, la force de soutien pour le deuxième chariot, c'est égal au poids. Parce qu'il n'y a pas d'autre force qui vient soulager d'une certaine manière le chariot. Pardon, le sol. Donc le soutien est égal au poids pour le deuxième chariot. Ça, ce n'est pas très intéressant pour notre exercice. Ce qui est intéressant pour nous, c'est quoi en fait? Eh bien, c'est évidemment, je vous rappelle la donnée, hein, il s'agit de déterminer l'élongation, l'allongement du ressort. Alors cet allongement, vous avez fait un TP sur les ressorts, vous savez qu'il est en lien avec la loi de Hooke, c'est-à-dire avec la force qui tire sur le ressort, c'est-à-dire cette force T1 ou cette force T2 en réalité, hein, qui est donc la même à chaque extrémité. Donc l'élongation, elle va être liée à la force avec laquelle le ressort est étiré. Donc il faut déterminer cette force. Donc le but, c'est de trouver la force de tension T dans un premier temps, et puis ensuite, grâce à la loi de Hooke, de trouver cette élongation. Alors comment trouver T? Eh bien, on a deux formules qui font apparaître T. La première, c'est la numéro 1, celle-ci. F cos alpha moins T égale M1 fois A. Et là-dedans, il y a deux inconnus. Hein. Il y a T, justement, et il y a l'accélération. On ne connaît pas l'accélération. Et donc, s'il y a deux inconnus, il nous faut une deuxième formule. Et la deuxième formule, je pense que vous avez une petite idée de laquelle il s'agit. Il s'agit, bien entendu, de la numéro 3, c'est-à-dire celle-ci, où on a les mêmes inconnus, T et A. Donc, on se retrouve avec un système de deux équations, deux inconnues, qu'on va résoudre, et on va donc pouvoir trouver l'accélération et la tension. Alors, dans ce corrigé, j'ai fait deux méthodes. Je continue tel que j'avais fait la première fois. Après, je parlerai éventuellement de la deuxième méthode. Donc, l'idée, c'est de prendre l'équation 1, qui est donc à la page précédente, ici, là. F cos alpha moins T égale M1 fois A. Et là-dedans, dans cette formule ici, de substituer l'expression de T, qui est là, par ce qu'on a obtenu à l'équation 3. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici. Arrête. Voilà. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, cette équation en question, c'est celle-ci, l'équation 3. On va, on va remplacer cette expression-là dans la 1. Donc, en fait, on fait une substitution de 3 dans 1, en définitive. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne la chose suivante. Dans 1, on avait F fois cos alpha, moins T, et donc à la place de T, on met M2 fois A. Donc, c'est ce que j'ai mis ici, moins M2 fois A. Et puis, le résultat est égal à M1 fois A. Alors maintenant, on se retrouve avec une équation où il n'y a plus qu'une seule inconnue, qui est A. Donc, on va manipuler cette équation pour sortir l'accélération et donc la déterminer. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que je passe en fait ce moins M2A à droite. Et donc, il nous reste à gauche F fois cos alpha. Et donc, ce sera égal à
M1A qui avait déjà, plus le M2A qui est passé à droite. Donc, c'est ce qu'on a ici. M1A plus M2A. Je mets en évidence A, puisqu'il apparaît dans les deux termes, et donc on trouve que F cos alpha égale M1 plus M2 fois A. Je cherche A, donc comme je cherche A, j'ai qu'à diviser par M1 plus M2, et il me reste cette équation. A, c'est égal à F cos alpha divisé par M1 plus M2. Et là-dedans, on connaît tout, donc on peut calculer cette accélération. F, c'est 2 newtons, d'après la donnée. L'angle alpha, c'est 30 degrés. Le premier wagon, il fait 200 grammes, donc 0,2 kg, et le deuxième wagon, il fait 100 grammes, donc 0,1 kg. Vous mettez tout ça dans votre calculette et vous trouvez une accélération, j'ai un petit peu arrondi, qui est de 5,77 mètres par seconde carré. Donc là, on voit que l'accélération, en réalité, n'est pas égale à 0, hein, donc, dans ce cas de figure. Alors, maintenant qu'on a l'accélération, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut calculer la force de tension. Je vous rappelle qu'on a une formule ici qui relie l'accélération avec la force de tension. Donc, il nous suffit d'injecter cette valeur de A là-dedans pour trouver la force de tension. Et ça, c'est ce que j'ai fait ici. T égale M2 fois A. Donc, M2, c'est 0,1 kg. A, c'est 5,77, on vient de le trouver, et donc ça nous donne une force de tension de 0,58 newton. Alors maintenant qu'on a trouvé la force de tension, on conclut avec la loi de Hooke. La loi de Hooke, que vous connaissez bien maintenant que vous avez fait un TP, c'est la force qui tire sur un ressort, donc le T chez nous ici, est égale à la constante du ressort, hein, la raideur du ressort, la constante d'élasticité K, fois son élongation. Nous, on veut l'élongation, donc il nous suffit de diviser T par K. On connaît K, c'est 20 newtons par mètre. On connaît maintenant T, qui est 0,58. On fait le calcul, on trouve 0,029 mètres, qui est la réponse, qui est égale en fait à 2,9 cm. Donc voilà, ce qui se passe, c'est qu'en fait, au début, le ressort il est au repos. Quand l'enfant tire sur le premier chariot, le ressort va s'allonger de 2,9 cm, puis quand il est à 2,9 cm, alors le deuxième chariot se met aussi à bouger, et donc les deux continuent d'accélérer avec cette accélération de 5,77 mètres par seconde carré. J'ai vu qu'il y avait des mains qui se levaient, mais avant de répondre, je vais donc juste vous parler de l'autre méthode. Ici, ce que j'ai fait, c'était peut-être un petit peu tellement tordu, mais disons que pour trouver le T, en fait, j'ai d'abord calculé A. J'ai d'abord calculé A, c'est ce que j'ai fait ici. Et pour ce faire, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai substitué T dans l'équation 1. Et ce que j'aurais aussi pu faire, c'est substituer A dans l'équation 1. C'est-à-dire, à partir de l'équation 3, sortir A. Puis ensuite, ce résultat, l'injecter dans la 1. Alors, c'est l'autre méthode, hein, en fait, que j'ai faite là en dessous. À partir de l'équation A, qui est T égale M2 fois A, on retourne et on trouve que A égale T sur M2. Et ça, je l'injecte dans l'équation 1, qui est F fois cos alpha moins T égale M1 fois A. Ça, c'est l'équation 1. Et donc là, je remplace ce A ici. Non, pardon. Ce A en vert, ici, ça, je l'ai remplacé ici. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Excusez-moi, j'ai été un petit peu loin. Voilà, hop. Voilà. Alors, ici, je commence par multiplier par M2, ici, pour faire disparaître le M2 qui est sous la barre, ici. Donc, à gauche, j'aurai le F cos alpha devient M2 F cos alpha, le moins T devient moins M2 fois T, et puis à droite, ben, il me reste quoi? Il me reste le M1 fois T, qui est ici. Alors, ici, il n'y a plus qu'une inconnue, c'est T. Donc, je prends ce terme, moins M2 fois T, je le passe à droite. Donc, je fais plus M2 fois T, en fait. Et je trouve M2 F cos alpha égale la somme de
M1 fois T plus M2 fois T. Je mets en évidence T et donc je trouve M1 plus M2 fois T. Il suffit donc après de diviser par M1 plus M2 pour trouver T, qui a donc cette expression-là. Là, on peut le calculer T. M2 vaut 100 grammes, donc ça fait 0,1 kg. La force F, 2 newtons. L'angle alpha, 30 degrés. La somme des masses, 200 grammes plus 100 grammes. Au total, on trouve bien entendu la même réponse que tout à l'heure, 0,58 newtons. Et donc, la fin est identique. On applique la loi de Hooke, T égale K fois delta X, donc delta X égale T sur K. On retourne la formule. Et donc, là, on peut faire un choix. Soit on utilise les valeurs obtenues directement, soit alors on réutilise la formule. La formule, c'était donc T, c'est M2 fois F fois cos alpha. Vous voyez ici, T, M2 fois F, ici, là. Ici, hop. M2 fois F fois cos alpha sur M1, M2. C'est en fait, ici, je pense que vous l'avez vu, hop, c'est en fait toute cette partie-là. Voilà, ça, c'est T. Et donc, le T, je le divise par K. Donc, le K, il est ici, de manière à avoir T sur K. Alors, ça, c'est l'expression de puriste, on va dire, avec que des lettres. Ça, vous savez que j'apprécie beaucoup. Ça permet d'éviter de garder les lettres jusqu'à la fin, d'éviter les arrondis qui vous conduisent à des erreurs de calcul, d'une certaine manière. Donc la formule finale, elle est ici. On remplace par les valeurs là et on trouve bien entendu la même réponse, c'est-à-dire 0,029 mètres, soit 2,9 cm. Voilà pour cet exercice. C'était combien? Le 7.6. Alors, maintenant, j'ai vu qu'il y avait des mains qui se levaient. J'ai vu qu'il y avait à l'époque Mathieu, qui a toujours la main levée, donc je vous donne la parole. Est-ce que vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît, comment ça se fait que T1 est égal à T2? Je n'ai pas très bien compris. Vous n'étiez pas là hier, hein? Non, je ne sais pas. Ouais. Vous n'avez pas regardé la vidéo d'hier? Non, pas encore. Ouais, vous devriez, parce que il y a eu plusieurs fois cette même question, et donc j'y ai répondu déjà plusieurs fois. Mais l'idée, en fait, ça vient de la partie théorique qu'on a vue sur. Alors attendez, là, il faut. Attendez, je dois juste faire un petit truc. Voilà. Donc ça se trouve dans votre cours. C'est ce qu'on a vu la semaine passée, je crois vendredi. Ici, voilà. C'est le chapitre qui s'intitule tension dans un câble ou dans une corde. Donc, on a quelque chose de très similaire en fait à ce qu'on vient de faire dans l'exercice ici. Et donc, ce qu'on a fait vendredi passé, c'était de considérer deux chariots qui étaient reliés par un câble ou une corde ou n'importe quoi, un objet qui a une masse petit m. Et donc, l'idée, donc ça c'est à la page 33 du cours, l'idée c'est ensuite donc on pose les équations, les lois de Newton en éclatant, comme on dit ici, le système, c'est-à-dire en séparant un chariot, enfin les deux chariots, ici le premier chariot, ici le deuxième chariot, et au milieu le câble. Et donc, on pose les lois de Newton là-dessus, et si on pose les lois de Newton, on obtient à la fin ces trois lois qui sont à la page 34. Et ce qui est intéressant, c'est la dernière de loi, en fait. Dans la dernière, c'est pas une loi, mais la dernière formule, vous voyez, T1 moins T2 égale M fois A. Et donc, si on peut négliger la masse de l'objet qui transmet la corde, c'est-à-dire le petit m, alors dans ce cas-là, vous avez T1 moins T2 égale 0. Okay. Donc, ça veut dire que T1 égale T2. Et donc, c'est le truc, en fait, qu'on fait ici, c'est qu'on considère que, là, en l'occurrence, dans la théorie, c'était une corde ou un câble. On considère que la corde ou le câble a une masse nulle par rapport à la masse des deux chariots. Ici, dans notre exercice, eh bien, c'est le ressort qu'on considère comme ayant une masse nulle par rapport
par rapport aux deux chariots. Et donc, si on fait cette approximation qui est complètement légitime, hein, en fait, on n'est pas en train de... C'est pas une grosse magouille, hein, je veux dire, dans la réalité, un ressort, c'est rarement comparable à 100 grammes ou à 200 grammes. Hein, donc, c'est complètement légitime de négliger la masse du ressort ici. Et donc, de ce fait, les tensions sont égales des deux côtés du ressort. J'ai répondu à votre question, Mathieu. Oui, merci. Et j'ai encore une autre question, c'est le ressort, il va sûrement rester la même longueur après si l'accélération est constante. Il va rester la même longueur tant que la force est constante. Et effectivement, aussi tant que l'accélération est constante. Mais n'oubliez pas que l'accélération, c'est une conséquence. Donc, c'est pour ça que je précise que c'est tant que la force est constante. Parce que c'est la force qui provoque ça, en fait.